Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on va déboîter un smartphone de la marque Cubo, qui est un smartphone entrée de gamme dans les alentours des 70 €. Ce smartphone, vous vous en doutez, a une particularité, c'est pour ça que je pensais que c'était intéressant de le tester. Celui-ci est équipé d'un double capteur photo. Le double capteur photo, c'est en général quelque chose qu'on trouve plutôt sur un smartphone haut de gamme. Alors quels sont les compromis qu'a fait ce smartphone pour arriver à mettre un double capteur photo, et puis est-ce que ce double capteur photo tiendra ses promesses ou pas? C'est ce que le test d'aujourd'hui va déterminer, alors c'est parti. Bien, voilà, donc la marque Cubo, c'est une marque qu'on connaît déjà, hein, je l'avais déjà testé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, et rien n'a réellement changé chez eux, on est toujours sur cet emballage façon bouillon cube géant, là, avec cet aspect un peu cuivré, tissé, qui est plutôt joli en soi, et le logo Cubo en holographique arc-en-ciel, qui est assez classe lui aussi. À part ça, rien d'autre qu'un autocollant, hein, ça permet aux constructeurs d'utiliser la même boîte pour plusieurs modèles de téléphone, c'est intelligent de sa part. Le modèle en question aujourd'hui ici qu'on va tester, c'est le Rainbow 2. Et il s'agit du modèle rouge, car c'est un téléphone qui a la particularité d'être disponible en plein de couleurs flashy. Je vous invite à regarder le lien dans la description de la vidéo pour voir les différentes couleurs disponibles. Sinon, rien que du très classique, hein, on peut déjà voir qu'on est sur... enfin, on pourrait, si le caméscope faisait le point, voilà, merci, sur du 720p, quad-core à 1,3 GHz, il n'y a pas de 4G, on n'a que 1 Go de RAM, mais 16 Go de stockage, c'est 2 fois plus que sur le précédent modèle qu'on avait testé, et un appareil photo, donc c'est là que c'est intéressant, de 13 mégapixels quand même à l'arrière, c'est pas mal, et de 5 seulement à l'avant, mais bon, en général, les caméras avant sont toujours moins bonnes, hein, sur les smartphones. Donc, il va falloir évidemment se focaliser un petit peu sur le côté photo, je vous en parlerai un petit peu plus en détail que ce qu'on fait d'habitude sur les smartphones. Sinon, à part ça, ça reste un téléphone d'entrée de gamme, et il y a à l'intérieur, a priori, ce qu'on était en droit d'attendre. Mais pour en avoir le cœur net, on va tout de suite procéder à l'unboxing. Voilà, donc ça se soulève comme ceci, hein, classique, pas de mousse à l'intérieur. Par contre, le téléphone, il est très très bien protégé, puisqu'il y a un plastique tout autour, et la coque de protection du smartphone est déjà sur le smartphone, donc ça c'est plutôt pas mal. On va le mettre sur le côté, on va y revenir tout à l'heure. Les instructions de la carte SIM et tout ça, comme toujours chez Cubo, sont sur un carton qui sert de calage, et en dessous on a toute la doc. Alors attendez, je vais l'extraire un peu à la barbare. Donc le Quick Start Guide, qui est toujours le même chez Cubo, mais qui est bien fait, hein, et qui explique un petit peu les différents organes de l'appareil, notamment l'appareil photo, évidemment. C'est un des points positifs de ce téléphone, donc ils en parlent, c'est intelligent de leur part. Ça, c'est les obligations légales, je crois, hein, les choses sur la FCC, les choses comme ça qu'on est obligé de marquer. Et sinon, il y a des petits compartiments. Alors, celui-ci comporte le chargeur, c'est un chargeur logoté chez Cubo, qui est plutôt joli, dans un plastique assez qualitatif. Donc ça, c'est plutôt un chargeur qui inspire confiance. Un chargeur qui ne balance que 1 ampère, j'imagine. Oui, voilà, hein, donc les performances du chargeur sont basiques, comme le téléphone, c'est cohérent. Et en dessous, dans l'autre compartiment, on a le câble micro USB pour bien sûr la recharge et la synchro du téléphone, qui n'est pas logoté, mais qui a une petite étiquette Cubo collée dessus. Voilà, donc un packaging vraiment très basique, mais c'est ce qu'il fallait s'attendre à avoir sur un smartphone entrée de gamme, hein. Bien, alors on va déshabiller le téléphone, parce que si le packaging lui est assez basique, le téléphone lui est assez généreusement enveloppé pour ne pas subir les désagréments du transport. Ça c'est plutôt bien. Donc il y a cette espèce de plastique qui se colle comme ceci et comme cela. Voilà. C'est le même bout de plastique en fait, hein, qui fait le tour d'une manière assez ingénieuse. C'est un plastique assez souple, assez inhabituel sur ce genre d'appareil. C'est pas du petit cellophane tout fin, donc ça c'est plutôt agréable. Si on regarde de près, on voit que, comme à son habitude, Cubo a mis un protège-écran préinstallé sur le téléphone, ça fait toujours plaisir, ça fera ça de moins à faire. Et puis, donc, il y a une coque en TPU, hein, préinstallée, vous savez, en plastique souple. Alors, je vais la retirer pour pouvoir vous montrer un peu mieux le téléphone dans ses moindres recoins, mais c'est une belle coque avec des coins plus épais, renforcés, voyez, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Non seulement ils fournissent une coque de protection, mais en plus elle est pas pourrie, et ça c'est quand même assez rare pour être noté. Les smartphones très haut de gamme n'ont pas cette générosité là en général, donc ça c'est plutôt bien vu. Merci messieurs de chez Cubo. Bon bah maintenant on va pouvoir regarder le téléphone un petit peu plus en détail.
Bien, alors les premières impressions sur le smartphone sont plutôt bonnes, puisque en dépit du fait que c'est un smartphone premier prix et qu'il est presque exclusivement en plastique, ils ont utilisé des matériaux de qualité. Le plastique est de belle qualité, le rouge un peu métallisé donne l'illusion que le téléphone est en métal à l'arrière, et même les bords sont en plastique, mais chromé, donc ça donne un bel aspect premium au téléphone, même si, évidemment, dès qu'on se rapproche un petit peu ou qu'on commence à le toucher un petit peu, on voit bien que c'est pas du vrai premium, mais l'illusion est là et c'est bien le principal. Ce téléphone ne fera pas cheap quand vous le sortirez en soirée, par exemple. Ça peut toujours être agréable d'avoir quelque chose qui vous estampille pas ah bah je suis obligé d'acheter un téléphone à 70 €. Voilà, ça fait toujours plaisir. À l'arrière, on a absolument rien d'autre que le fameux double capteur photo qu'on voit très bien ici avec la LED flash. Sur le côté, on a les boutons volume et power, rien que du très classique. Absolument rien d'autre sur cette façade-là. Sur le dessus, on a la prise de recharge et de synchro micro USB. Elle est sur le dessus, pas sur le dessous. C'est assez inhabituel, mais bon, voilà. Et on a le connecteur jack. En fait, c'est moins cher pour les fabricants de faire comme ça et de mettre tous les connecteurs du même côté de la carte mère. Ça évite d'avoir des nappes qui passent sous le compartiment batterie et qui viennent se foutre en bas. La seule chose qu'on a en bas, ce sont les deux haut-parleurs. Manifestement d'ailleurs, il n'y en a qu'un seul et l'autre doit être l'entrée pour le micro, parce qu'il n'y a absolument aucun orifice pour le micro pour les conversations téléphoniques. Sur la face avant du téléphone, on peut voir le capteur photo de 5 mégapixels et le haut-parleur. Ici, l'emplacement pour les différents connecteurs. Et petite surprise sympathique, ici, il y a une LED flash pour l'appareil à faire des selfies. J'ai toujours un peu peur que ça vous flash trop fort dans la gueule, ce genre de truc, mais au moins si vous voulez faire un selfie dans une pénombre relative, ça devrait pouvoir marcher. Allez, dernier petit truc à vérifier, le téléphone s'ouvre en tirant la coque ici sur le coin. Donc on va jeter un petit coup d'œil à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Le capot du Cubo Rainbow 2 est amovible, néanmoins ce n'est pas le cas de la batterie, c'est marqué, cette batterie est non détachable, et on peut voir les deux emplacements pour SIM ici, ainsi que l'emplacement pour la micro SD là. Bien, alors le premier démarrage nous dévoile un écran plutôt qualitatif, en 720p, mais assez sympatoche, mais vous remarquerez aussi tout de suite que vous n'avez pas de lecteur d'empreintes sur ce modèle. Je pense que c'était le prix à payer pour avoir le double capteur photo. Donc évidemment, chacun verra midi à sa porte. Moi, personnellement, je pense que c'est mieux le lecteur d'empreintes que le double capteur. Mais bon, après, j'imagine que chacun prendra sa décision ici. On déverrouille simplement en glissant le truc vers le haut, comme d'habitude sur n'importe quel smartphone. Et puis, vous pouvez mettre un code PIN si ça vous chante. Mais vous n'avez pas de système biométrique pour déverrouiller le téléphone. Et alors, concernant le benchmark, évidemment, il fallait pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. 345 en single core et 1081 en multicore, c'est tout simplement médiocre, on va pas se mentir. Mais voilà, on est sur un smartphone entrée de gamme, je m'attendais pas à mieux, je ne suis pas vraiment étonné outre mesure. En single core, ça amène le téléphone au niveau d'un Galaxy Nexus, un téléphone qui a déjà plusieurs années, au moins 5 ou 6, si je dis pas de conneries. Et en multicore, c'est pas beaucoup mieux, puisqu'on est au niveau d'une Asus Nexus 7, c'est-à-dire d'un Tegra 3, donc un processeur qui lui aussi a quelques années déjà en arrière. Mais on s'est quand même un petit peu éloigné en multicore du Galaxy Nexus, qui était un double cœur. Je pense que c'est dû au fait que là, on a un quad-core. Au niveau de la batterie, le téléphone s'en sort un petit peu mieux que ce qu'on a l'habitude de voir en entrée de gamme, où on tourne plutôt autour de 4 ou 5 heures d'autonomie. En screen-on, là, on est à 6-18, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, mais on va dire que c'est quand même une mention honorable pour un téléphone comme ça. C'est certainement lié au fait que la batterie est non amovible, ce qui permet d'en mettre une, en général, un petit peu plus grande que quand on utilise une batterie amovible avec un connecteur. La puce GPS de ce Mediatek s'en sort plutôt pas mal, puisque à peine l'application démarrée, j'ai déjà pas mal de satellites en vue. J'ai pas encore de fixe, mais à mon avis, ça ne saurait tarder, ce n'est qu'une question de secondes. Donc comme d'habitude, je vais laisser tourner l'application, et ensuite je vous dirai combien de temps ça a mis pour me donner mon fixe. Voilà, ça y est, j'ai mon fixe, ça a mis moins de 30 secondes, ça s'est vraiment passé très très rapidement, et la précision est très bonne, puisqu'on est à plus ou moins 4 mètres de précision, ce qui est quand même franchement plutôt pas mal. Donc, comme d'hab, sur ces petits Mediatek, on peut se servir de la puce GPS sans difficulté.
Au niveau de la boussole, pas de miracle, celle-ci n'est pas présente dans le smartphone et il faudra donc se servir plutôt du GPS comme d'un GPS de véhicule que comme un GPS piéton. Alors quelques explications d'ailleurs là-dessus, parce que souvent je vous parle de ça mais je donne pas vraiment l'explication. Pourquoi est-ce que c'est pas grave de pas avoir de boussole en voiture et c'est grave à pied? C'est tout simplement parce que le GPS ne saura dans quelle direction vous allez que une fois que vous aurez parcouru une certaine distance, quelques dizaines de mètres. En voiture, vous les faites en 3 secondes, donc l'orientation de la carte se fera presque instantanément, mais à pied, pour faire quelques dizaines de mètres, il vous faut quelques dizaines de secondes. Et donc, pendant tout ce temps-là, vous ne savez même pas si vous êtes en train d'aller dans la bonne direction. Voilà pourquoi une boussole est utile pour un GPS piéton. Et là, malheureusement, on ne l'a pas. D'ailleurs, il suffit d'aller faire un petit tour dans l'application Sensor pour se rendre compte qu'on n'en a que 3. En l'occurrence, l'accéléromètre, qui est obligatoire pour passer en mode portrait ou paysage l'écran automatiquement, le capteur de luminosité ambiante et les capteurs de proximité. Autrement dit, des capteurs qui sont de toute façon présents dans, a priori, 100% des smartphones actuellement. Alors on va s'attarder un petit peu plus en détail sur l'appareil photo, c'est important sur ce modèle de smartphone puisque c'est là-dessus que le constructeur a mis l'accent. Évidemment là je vous les montre à l'écran mais je vais vous les mettre aussi en grand, en surimpression pour que vous puissiez vous faire une idée précise de la qualité des photos. Mais en extérieur par exemple, quand la luminosité est bonne, c'est plutôt pas mal, c'est assez détaillé, on peut zoomer, vous voyez même dans le paysage, les petites choses derrière. C'est un peu bruité quand même, on va pas se mentir, on n'est pas non plus sur un capteur photo ultra haut de gamme, à ce prix-là c'était pas possible, mais ça va, le téléphone s'en sort honorablement sur une photographie comme ça. En intérieur, c'est un petit peu moins bon, les couleurs sont un peu trop chaudes, virent un petit peu vers le jaunâtre, mais le flash au moins ne brûle pas les sujets même quand ils sont rapprochés, donc ça c'est déjà pas mal, et le bruitage sur les photos reste quand même assez correct, c'est pas dramatique, c'est un peu moins bon qu'en extérieur mais ça reste exploitable. Alors évidemment reste le côté double capteur, c'est-à-dire le mode portrait qui permet de flouter le fond et d'avoir un sujet au premier plan net. Et là je dois dire que c'est plutôt franchement pas mal, puisqu'on voit bien que le sujet au premier plan est très net effectivement, y compris d'ailleurs sur l'écran qui a un bon rendu, et que l'arrière-plan, lui, en revanche, a ce petit côté, vous savez, profondeur de champ réduite, flou, qui est plutôt réussi. On voit bien que les éléments sont floutés. Toujours quand même avec un léger voile bruité, mais ça je pense que c'est les limites du capteur. Mais le mode portrait avec le double capteur photo fait le taf, donc si c'est quelque chose auquel vous tenez beaucoup et que vous êtes prêt à renoncer au lecteur d'empreintes, je pense que ce genre de smartphone avec le double capteur peuvent faire la blague pour vous. La lecture d'une bande dessinée est possible sur cet écran 720p de 5 pouces, mais ça reste quand même un peu petit et la définition est vraiment limite. Mais en se rapprochant suffisamment près de l'écran, vous pouvez constater que le texte est quand même plutôt lisible. Donc le 720p a beau commencer à se faire un peu vieux, ma foi, sur un écran de 5 pouces, il passe encore. Après tout, il faut quand même pas oublier qu'un iPhone, par exemple, a un écran de 4,7 pouces qui ne fait que 750p. Donc le 720p a encore largement de quoi faire, et on peut lire une bande dessinée sur ce genre d'écran, même si c'est pas l'idéal. Ça reste faisable. Alors une fois de plus, c'est plutôt sur le décodage vidéo que ces petits processeurs Mediatek déçoivent, parce que là, très sincèrement, ça manque de fluidité. Ok, c'est une vidéo en 60 fps, 1080p, en général on lit plutôt du 30 fps, mais ça manque un petit chouïa de fluidité, surtout sur les travelling, en 1080p c'est encore passable sur la majeure partie d'un film, c'est en 4K que ça commence vraiment à chier, d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite. Voilà, ça me paraît assez flagrant, là je suis en 4K, et j'ai pas fait pause, je suis toujours en lecture, mais ça frise parce que le processeur est tout simplement pas capable de décoder de la 4K, et à plus forte raison encore moins de la 4K à 60 fps. Ça avance quand même, vous voyez, le travelling tant bien que mal se fait, mais c'est beaucoup trop lent et c'est tout simplement pas possible de lire de la 4K là-dessus. Bien alors, Oddworld Stranger Wrath, avec les graphismes à fond, sans surprise, ça rame, on est à nos 5 frames par seconde habituels, on commence un petit peu à avoir l'habitude sur les smartphones entrée de gamme chinois.
Là encore, évidemment, on peut s'en sortir en allant dans les options et en baissant les graphismes. Hein. Ce jeu est intéressant parce que il vous suggère, en faisant une sorte de mini benchmark très rapide, les perfs nécessaires pour que le jeu tourne bien. Donc j'appuie sur défaut. Voilà, donc il a énormément baissé la résolution et le niveau des décors, ainsi qu'un petit peu les ombres. Et là, normalement, ça devrait être fluide, mais forcément au prix d'une qualité, notamment des textures, vachement amoindrie. Voilà, ça se voit tout de suite, hein, on voit bien notamment l'effet d'escalier qui est apparu ici, là, et puis les textures au sol qui sont très floues, on a l'impression quasiment d'être sur la Nintendo 64 maintenant, mais on retrouve une fluidité supérieure, même si même avec les graphismes bas, ça rame encore un petit peu, là on doit être à 15/20 frames secondes, pas plus, mais au moins c'est jouable, on peut quand même jouer à des jeux puissants. Mais faut pas se leurrer, sur un petit Mediatek quad-core, désormais, ces jeux-là tournent pas à fond du tout. Hein. Bien, eh ben, je crois qu'il est grand temps de faire la conclusion de cette vidéo et de donner une note au téléphone, parce que la nuit est tombée, là, d'un seul coup, sur ma pièce d'enregistrement, et à une vitesse, je l'ai pas vu venir, hein, c'est un truc de fou. Pourtant, il n'est pas si tard que ça, mais là, on sent que les jours commencent déjà sérieusement à raccourcir. Hein. Putain. Bon, mais on s'en fout. Ce qui vous intéresse, c'est le téléphone en lui-même. Alors, est-ce que c'est un bon téléphone? Ouais, franchement, il gère ce téléphone. Ma grande interrogation en testant ce téléphone, c'était est-ce que ça valait le coup d'enlever le lecteur d'empreintes et de mettre à la place le fameux double capteur photo? Et la réponse, c'est plus ou moins oui, j'ai envie de dire. C'est quand même embêtant de ne plus avoir le lecteur d'empreintes, mais c'est vrai que le mode portrait de ce téléphone est, ma foi, plutôt convaincant, avec des profondeurs de champ qui sont nettement améliorées par rapport à ce qu'on aurait eu avec un capteur simple. Donc, à ce niveau-là, pas de problème. Par contre, il n'y a pas de miracle, hein. On reste quand même sur un téléphone entrée de gamme, donc les photos, notamment en intérieur, quand la luminosité commence à se faire rare, auront du mal à impressionner. J'ai même plutôt envie de dire qu'elles seront tout juste passables. Mais globalement, on est quand même sur un appareil photo plus qualitatif que ce qu'on a l'habitude de trouver sur des smartphones entrée de gamme. Donc oui, la perte du lecteur d'empreintes se justifie à ce niveau-là. Pour tout le reste, c'est un téléphone Android entrée de gamme sans vraiment grande surprise. Hein. On est toujours autant à la peine sur les jeux en 3D un peu costauds et sur le décodage vidéo un peu complexe. Pour tout le reste, ça fait le taf correctement. Moi, ce qui m'embête le plus finalement sur ce téléphone, comme sur la plupart des smartphones à moins de 70 € ou dans les alentours des 70 €, bah, c'est l'absence de la 4G. Pour moi, c'est vraiment ça qui est le plus pénalisant sur un smartphone comme ça. Donc je vais enlever une étoile pour ça, pour le fait qu'il n'y ait pas de 4G, donc pour que des performances réseau soient en dessous de ce qu'on est en droit d'attendre aujourd'hui d'un standard du marché, et puis aussi pour ces problèmes de performance sur les jeux 3D et la vidéo, qui commencent quand même un petit peu à être pénalisants. Il faudrait que les téléphones d'entrée de gamme maintenant passent au moins la vitesse supérieure pour qu'on puisse aller au moins lire de la 1080p 60 fps sans qu'il y ait de drop de framerate. Là, c'est pas encore tout à fait le cas, donc ouais, je pense que ça mérite d'enlever une étoile pour ça. Pas plus, parce que pour le reste, c'est un téléphone qui est bien équilibré, qui a des bonnes finitions, qui est plutôt joli, qui est fourni avec une coque en plus, donc on n'est pas du tout volé sur la marchandise, c'est un bon téléphone pour le prix auquel il est vendu, mais bon, il y a quand même cette histoire de perf réseau et processeur qui sont encore un peu limites, je trouve, même pour un téléphone à 70 €. Et bien voilà, c'était le test de ce petit smartphone chinois de la marque Cubo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!